Bienvenue dans notre échange. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui traverse un peu toutes nos interactions. Est-ce que nos mots sont un simple reflet de qui nous sommes ou est-ce qu'ils sont des outils? Des outils qu'on peut utiliser pour façonner la perception des autres. Le matériel qu'on analyse explore cette tension à travers une phrase qui a l'air de rien. Deux mots seulement. On verra. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre débat. Est-ce que la puissance de cette phrase, si tant est qu'elle en est une, vient d'une technique de communication, d'une stratégie délibérée pour créer un effet psychologique? Ou bien est-ce que tout ça n'est qu'une façade et que ces mots ne sont que l'écho, le symptôme d'un état intérieur de confiance qui serait, lui, la seule vraie source d'attraction? C'est exactement la question. Et je défendrai la première position. On verra est bien un outil de communication stratégique. Sa force, elle réside dans sa capacité à briser un schéma, à introduire une tension qui paradoxalement génère le désir. Et moi, je soutiendrais que cette phrase en elle-même n'a en fait aucun pouvoir. Se concentrer dessus, c'est un piège. Elle n'est que la partie visible d'une force invisible, un état de détachement et d'estime de soi. C'est cet état et non les mots qui est la vraie source de tout. Alors, allons-y. Mon point de vue, c'est que l'efficacité de on verra, elle est pensée, elle est stratégique. Le matériel qu'on a décrit a un effet psychologique quasi chirurgical. Il faut imaginer la scène. Une femme, surtout une femme séduisante, elle est habituée à un certain type d'interaction. Les compliments, la validation, l'enthousiasme, elle connaît ça par cœur. Et là, en réponse à une suggestion de se revoir, elle obtient un simple « on verra », dit calmement. Le texte parle d'un contraste brutal. Brutal, oui. Voilà. Ce n'est pas un argument logique, ça ne la convainc de rien intellectuellement. Mais, et c'est le point clé, ça l'atteint émotionnellement. C'est un outil qui, en deux mots, communique activement des traits qui sont désirables. Je ne suis pas désespéré, je ne cherche pas ton approbation, mon monde continue de tourner. C'est une manœuvre qui retire la certitude et, comme le dit notre source, la certitude tue le désir. L'acte même de prononcer ces mots, à ce moment-là, c'est ça le détonateur. Je comprends l'attrait de cette vision vraiment, parce qu'elle offre une sorte de formule, une action concrète. Pourtant, je la crois fondamentalement erronée. Le texte lui-même nous met en garde et pas qu'une fois. Ce n'est ni un tour de passe-passe, ni une formule magique. Son efficacité est décrite comme entièrement conditionnelle. Il est écrit noir sur blanc. Ça ne fonctionne que si vous le ressentez vraiment. La source du pouvoir, ce n'est donc pas la phrase, c'est ce qu'il y a derrière. Le détachement authentique, la sérénité intérieure. On parle d'un homme qui sait, au fond de lui, qu'il peut vivre sans l'approbation de l'autre. Le matériel critique d'ailleurs très durement ceux qui, je cite, répètent des phrases qui ne correspondent pas à leur vérité. Il les compare de mauvais acteurs. L'accent est mis sur la construction d'une identité réelle, pas sur l'apprentissage de répliques. D'accord, mais comment vous expliquez alors que le texte décrit une séquence aussi claire? Une cause, un effet. Dans l'exemple, l'homme prononce ces deux mots et le monde de la femme, je cite, s'arrête. Le texte insiste bien, avec seulement deux mots, on peut éveiller en elle une émotion qui devient obsession. C'est une affirmation très forte sur le pouvoir du langage. La séquence est là. Parole, puis tension émotionnelle, puis chimie, puis désir. La parole est le point de départ, le catalyseur. Sans cet acte de communication, son état intérieur, aussi serein soit-il, il resterait intérieur. Il ne serait pas communiqué et n'aurait aucun impact. Permettez-moi de rebondir là-dessus. Vous dites que la parole est le point de départ, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Le matériel insiste sur le fait que les gens perçoivent d'où cela vient. La communication humaine, c'est à 90% non-verbal. L'origine de l'attraction, ce n'est pas les syllabes, on verra. Ce sont les fondations intérieures de la personne qui parle. Avant même qu'il ouvre la bouche, elle a déjà perçu son calme, sa posture, le fait qu'il ne cherche pas à la capturer. Il est décrit comme un homme connecté à son centre, c'est cette énergie qu'elle ressent. Les mots, quand ils arrivent, ne font que confirmer une impression qu'elle a déjà. Ils sont une manifestation, pas la cause. Si un homme anxieux, qui cherche à tout prix à plaire, disait ces mêmes mots, l'effet serait non seulement nul, mais probablement ridicule. Ah, mais là, vous soulevez un point fascinant. Vous parlez de la nécessité de l'authenticité. Et là-dessus, on est bien d'accord. Mais vous semblez l'opposer à la technique, alors que pour moi, les deux sont
intrinsèquement liés. Le texte ne dit pas juste de dire les mots, il insiste sur le ton posé, le regard stable, la posture détendue, même le silence qui suit. Pour moi, l'authenticité, cet état intérieur que vous décrivez, c'est le carburant qui rend la technique efficace. Il ne s'agit pas de dire que la technique est inutile, mais qu'elle doit être correctement mise en œuvre, en incarnant le message. C'est la fusion de l'état intérieur et de l'acte verbal qui crée le pouvoir. Un bon outil a besoin d'un bon artisan, on ne peut pas séparer les deux. Et c'est justement sur ce mot « outil » que nous divergeons fondamentalement. En le voyant comme un outil ou une technique, on adopte un état d'esprit qui est, par nature, tourné vers le résultat, tourné vers l'autre. Or, le texte est catégorique, je le cite. « Ce n'est pas une technique, c'est une déclaration intérieure. » Voilà, c'est la phrase clé. Il ne s'agit pas de bien jouer une réplique, mais de n'avoir réellement rien à prouver. La question que l'homme doit se poser, c'est « est-ce que je dis ça pour prouver quelque chose ou parce que je n'ai rien à prouver ?» Si vous pensez technique, même une technique qui demande de l'authenticité, vous êtes déjà dans la performance. Vous êtes déjà en train de jouer un rôle, et c'est exactement ce contre quoi le matériel nous met en garde. D'accord, mais si on pousse votre logique, est-ce que ça ne voudrait pas dire que toute communication consciente est inauthentique? L'intention derrière l'acte est clairement stratégique. Le but, c'est d'activer quelque chose en elle, de lui retirer la certitude. Ce sont des verbes d'action, des objectifs. C'est un choix délibéré de rompre le script social. Le texte pose cette question. Dites-vous ce qu'elle attend ou ce qu'elle n'a jamais vu venir. Ça implique une décision, une manœuvre presque calculée pour obtenir un effet. On choisit de ne pas donner la réponse attendue pour créer une réaction. C'est la définition même d'une stratégie de communication. L'homme ne dit pas « on verra par accident ». Je crois que le choix qui est présenté est d'un tout autre ordre. Bien plus profond. Le véritable enjeu n'est pas de choisir les bons mots pour un effet, mais de parvenir à un état intérieur où on n'a plus besoin de stratégie. L'homme qui a fait ce travail sur lui, le texte nous dit qu'il ne joue pas, il est connecté à son centre. L'attraction qu'il suscite devient alors un produit dérivé de son état d'être. Ce n'est pas le résultat d'une tactique. Son dialogue intérieur, la vraie source de ces mots, c'est « ma paix vaut plus que ton approbation ». Ce n'est pas « je vais utiliser cette phrase pour la rendre accro ». Vous voyez la différence ? La stratégie dont vous parlez est orientée vers l'extérieur, alors que tout le propos du texte est d'être orienté vers l'intérieur, vers la maîtrise de soi. Je ne suis pas sûre de vous suivre. Vous créez une opposition un peu artificielle entre être et faire. On peut être d'une certaine manière confiante, centrée, et faire des choix de communication qui reflètent cet état de manière efficace. L'un n'exclut pas l'autre. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pouvait pas voir les choses autrement? Est-ce que la technique, quand on la pratique encore et encore, ne finit pas par façonner l'état intérieur? C'est en agissant comme si on n'avait rien à prouver qu'on finit petit à petit par ne plus rien avoir à prouver. L'acte précède l'être. Au début, c'est peut-être une technique un peu forcée, mais à force de la pratiquer, de voir qu'on survit sans validation immédiate, on internalise ce détachement. La technique devient une seconde nature, et donc elle devient authentique. C'est la perspective du fake it till you make it, oui. C'est une idée intéressante, mais je pense que le matériel est très sceptique à ce sujet, surtout dans un domaine aussi subtil. Le risque, c'est de rester bloqué dans la phase fake. Le texte le dit, les gens perçoivent d'où cela vient. Si ça vient d'une intention de pratiquer une technique, même dans le but de s'améliorer, eh bien l'intention reste stratégique et pas authentique sur le moment. Et là, tout le pouvoir de la phrase s'effondre. Vous avez parlé du fait qu'elle doit mériter d'entrer dans son monde. Mais ça ne vient pas d'une décision de lui faire passer un test. Ça vient du fait que son monde a une valeur intrinsèque, qu'elle soit là ou non. On verra, ce n'est pas un obstacle qu'il place devant elle. C'est l'expression honnête de son propre processus de sélection. Il se dit vraiment « on verra ». Si cette personne me correspond, si l'interaction est enrichissante. C'est une pensée pour lui-même, qu'il verbalise. L'effet sur elle est un symptôme. Ce n'est pas le but. Admettons. Mais alors, pourquoi le texte s'attarde autant sur la formulation « on verra » ? S'il s'agissait uniquement de l'état intérieur, n'importe quelle phrase non engageante ferait l'affaire. Peut-être, je te redis, pourquoi pas. Or, le matériel décortique la puissance spécifique de ces deux mots. Il la présente comme un hameçon invisible qui s'ancre sur la maîtrise de soi, le mystère, la présence. Le choix des mots est donc crucial. Il y a une dimension performative, presque théâtrale. En disant « on verra »,
On ouvre une boucle narrative dans l'esprit de l'autre. On crée un suspense. C'est un acte de communication très sophistiqué, qu'on ne peut pas juste réduire à une expression honnête. C'est une expression honnête et stratégiquement puissante. Je pense que vous accordez trop de pouvoir aux mots et pas assez à l'énergie qui les porte. Pourquoi on verra est puissant dans ce contexte? Pas pour sa sémantique, mais parce qu'il incarne parfaitement l'état de non-besoin. Ça veut dire, l'avenir est ouvert, je ne cherche pas à le contrôler maintenant, je suis à l'aise avec l'incertitude. Un je te redis pourrait venir de l'hésitation, un peut-être pour être une simple politesse, on verra dit avec calme, c'est une déclaration de souveraineté. L'homme qui utilise ça comme une technique qui se trahit par 1000 micro-expressions, une attente dans le regard, une tension dans la voix, il attend de voir si son tour a marché. L'homme qu'il pense vraiment, lui, il est déjà passé à autre chose, il a dit sa vérité du moment et il est en paix avec. Quelle que soit la réaction, c'est ça la source du pouvoir. Et ça, c'est inimitable. En somme, je reste convaincu que le matériel nous présente « on verra » comme un acte de communication délibéré, un acte puissant. C'est une intervention verbale conçue pour perturber un schéma, créer une tension et du coup signaler une grande valeur. Oui, cet acte demande un état intérieur authentique pour être pleinement efficace. Mais le pouvoir de déclenchement, il est dans l'acte lui-même, dans ces deux mots qui créent une rupture. Et pour ma part, je reste persuadé que se focaliser sur ces deux mots, c'est une lecture superficielle qui mène à une impasse. La vraie leçon du texte est bien plus exigeante. Elle concerne la primauté du développement personnel. On verra n'est pas un outil à acquérir, c'est une des expressions possibles d'un état de pleine possession de soi. Le pouvoir réel, il appartient à l'homme qui n'a rien à prouver. Et toute tentative d'emprunter ces mots comme une technique est vouée à être perçue comme ce qu'elle est, une contrefaçon. Notre échange met en lumière cette tension fondamentale, presque philosophique, entre la communication vue comme un outil stratégique, à moyen d'influencer, et la communication comme une pure expression de son être, où l'influence n'est qu'une conséquence. Exactement, et dans ce domaine si particulier, le matériel semble suggérer que la stratégie la plus efficace, eh bien ça pourrait être, paradoxalement, de n'en avoir aucune, si ce n'est celle, bien plus difficile, de cultiver un sens si profond de sa propre valeur que nos paroles n'ont au final plus besoin d'être calculées. Et c'est une idée qui mérite certainement qu'on y réfléchisse encore.